Bonjour, merci d'être présent pour ce 5e rendez-vous. Je vais tout d'abord vous présenter Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie est une ancienne stagiaire et également une amie. Je vais aujourd'hui vous parler de la peur, assez vaste et difficile à concentrer en peu de temps. Avant tout, donc, il y a deux types de peur. La peur dite positive, car elle est fondée, et la peur dite négative quand elle nous domine sans fondement. À ce moment-là, elle va prendre les commandes. Ensuite, il y a plusieurs sortes de peurs. Les peurs archaïques, les peurs héritées de l'atavisme familial, les peurs liées à nos modèles familiaux et environnementaux, les peurs également conséquences de nos expériences traumatisantes, les peurs de la vie quotidienne et également les peurs générées par notre société. Bien entendu, il y en a encore beaucoup d'autres. Quelle est la définition de la peur? C'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence d'un danger ou à la pensée d'un danger réel ou supposé, ou bien encore d'une menace. L'émotion éprouvée à ce moment-là peut générer un tremblement. Ça peut être aussi l'effroi, l'épouvante, la frayeur, la terreur et auront pour conséquence des crises de panique. En termes familiers, on va s'amuser un petit peu. On peut dire avoir la trousse, avoir la trouille, la pétoche, voilà, tout cela est de la même catégorie. À vrai dire, la peur est une expérience pour apprendre. Le rappel de son souvenir permet de reconnaître un péril, un danger. La peur exerce alors une fonction physiologique bien conservée au cours de l'évolution humaine. Elle nous alarme lorsqu'il y a un danger et nous prépare soit à fuir ce danger, soit à l'affronter. L'amygdale cérébrale représente un centre essentiel dans ce réseau. Cette amygdale est d'ailleurs capable de générer une réponse physiologique à un danger avant même que celui-ci soit perçu consciemment. La peur se fraye plusieurs chemins dans le cerveau, mais tous passent par l'amygdale. Et l'amygdale est un noyau en forme d'amande constituant une partie du cerveau. Je vais vous montrer un schéma. Vous allez donc voir en orange l'amygdale qui va se trouver à l'extrémité d'une sorte de boyau, violet, et à vrai dire, c'est l'hippocampe. Voilà, ils sont donc très juste à poser. L'amygdale sert à maintenir le corps en sécurité et agit comme un détecteur de fumée. Chez les sujets souffrant de troubles anxieux, ce dispositif qui est très sensible va être déréglé à ce moment-là et traque sans repos la moindre menace, qu'importe si ce danger est réel ou non. Elle peut entraîner une inhibition de la pensée et prépare l'individu à fuir. Ces deux amygdales jouent un rôle fondamental dans le décodage des émotions et ont d'étroites connexions avec l'hippocampe, donc, qui les stocke. À vrai dire, la peur exprime notamment un besoin de sécurité. Gisèle, comment calmer les amygdales du cerveau? Alors, médicalement, le traitement repose essentiellement sur la prise d'anxiolytiques, de neuroleptiques, mais également sur une prise en charge psychologique basée sur la gestion de l'humeur, également sur un travail de rééducation de la mémoire. J'ai déjà cité cette méthode lors de précédentes vidéos. Elle est définie donc comme étant une rééducation du contrôle cérébral. À mon avis, cette méthode est adaptée pour des peurs gênantes mais pas handicapantes. Il y a effectivement des moyens simples et relativement rapides pour affaiblir ces peurs et les rendre gérables et pour certaines disparaître.
En tant que psychopraticienne, je préconise la déprogrammation des mémoires cellulaires, que j'ai expliqué lors du 3e et 4e rendez-vous. Son point fort étant d'aller chercher les mémoires que l'on ne soupçonne pas et qui remontent soit à des branches généalogiques, en accédant à l'aïeul qui a généré cette mémoire, ou à des vies antérieures. Elles peuvent dater de très très loin, comme de plusieurs centaines d'années, voire de milliers d'années. Ça m'est déjà arrivé quelquefois. Il y a également, entre autres, bien sûr, le décodage biologique. Ce décodage biologique va permettre de trouver l'origine du choc, c'est-à-dire un événement déclencheur et ponctuel, qui a généré donc une mémoire dans notre vie actuelle. Choc qui a pu ne pas être vu par nos parents, choc totalement oublié et enfoui dans les méandres de notre cerveau. Cette technique permet d'aller dans ce qu'on appelle la cible du problème et d'ôter la mémoire de la peur ou de toute autre émotion qui nous bloque. Je vous en parlerai lors d'un prochain rendez-vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que du moment où le souvenir est retrouvé, que la cause est de nouveau connue et que les émotions, que les ressentis sont mis en mots, un mot TS, la conscience lâche son traumatisme par rapport à ce qui a été traité. Donc la question posée pour chercher cette fameuse mémoire, le corps va se réparer de lui-même et le bien-être devient alors possible. Ce sujet à propos des amygdales permet de revenir à des questions. Pourquoi avons-nous peur? D'où viennent nos peurs? Y a-t-il des peurs communes pour tous les humains? Si oui, pourquoi? Pourquoi conservons-nous nos peurs? On peut encore rajouter bien sûr beaucoup d'autres questions. À vrai dire, cette dernière question de pourquoi les conserver va nous permettre de comprendre le processus de cette chaîne que la peur stimule et qui nous enferme. En dehors d'une loi biologique, où par exemple nos parents avaient peur par leur modèle et l'éducation reçue, nous nous sommes appropriés cette peur. C'est souvent l'origine des phobies. On peut, en toute bonne foi, en toute honnêteté, ne pas être conscient que des peurs faussent nos choix, nos décisions et nous limitent. En toute bonne foi, vraiment, on peut se donner de bonnes raisons, très logiques, cartésiennes, pour s'interdire ce que nous souhaitons. Le fameux « oui mais » ou « non parce que » en est un étant. À vrai dire, ça va au-delà des situations et des faits précis. L'humain a quelques poisons qu'il cultive le plus souvent inconsciemment. L'humain a peur du changement. Pourquoi? Parce qu'il a peur du nouveau, c'est-à-dire de ce qu'il ne connaît pas. Alors, il va enclencher de la résistance. Et pourquoi, là encore? Parce qu'il va devoir lâcher le connu, qui est rassurant, pour aller vers le non connu. Mais, va-t-il se dire, vais-je y arriver? Et si je me trompe? Et si je perds tout? Que vont penser les autres de moi? Dans ma famille, ça ne se fait pas. Et la liste peut être bien longue. Dans ce cas, nous allons faire le choix de nous limiter. Et le travail de SAP se met en route. Et là encore, il va y avoir des conséquences. Ça va générer un manque de confiance en soi, une mauvaise image de soi, des croyances erronées et, entre autres, de la procrastination. Exemple, je remets à plus tard, je repousse, je retarde, je reporte, j'attends la dernière minute, etc. Et ceci va générer de l'anxiété, un manque d'assurance et une mauvaise estime de soi.
la boucle infernale s'enclenche. Il y a aussi la culpabilité. On en reparlera plus tard. Malheureusement, donc, la liste est longue. On ne s'en rend pas forcément compte, car pour nous, tout est devenu normal. Et ça s'appelle l'habituation.